Oui, pourquoi je disais tout à l'heure, pourquoi je voulais parler d'intelligence artificielle, parce qu'on entend beaucoup de bêtises. La dernière que j'ai vue, c'était la semaine dernière. L'intelligence artificielle nous permettra bientôt de connaître la date de notre mort. C'est quand même assez gros, hein. Et encore une pire, c'est bientôt, alors ça c'est bientôt, l'intelligence artificielle rendra l'être humain immortel. J'ai dit, bon, ben là, il faut vraiment faire quelque chose. Alors, si je me permets de vous parler d'intelligence artificielle, c'est parce que, d'abord, j'ai fait des études d'ingénieur, et puis j'ai fait un doctorat en maths après. Et puis surtout, dans ma dernière décennie de vie professionnelle, dans les années 90, j'ai dirigé une société de consulting en Suisse, où nous avions développé un des premiers algorithmes, qui s'appelait à l'époque un algorithme génétique, dont je parlerai tout à l'heure, et qui m'a donné cette connaissance. Et puis, comme je suis curieux, depuis que je suis à la retraite, l'année dernière, j'ai suivi les cours au Collège de France sur les réseaux de neurones artificiels pour en savoir un peu plus sur ce type d'intelligence artificielle. Quant à l'esprit humain conscient et intelligent, alors j'ai eu la chance, je dis la chance parce qu'à l'époque, ça n'en était pas une, mais à 10 ans, j'ai fait une sortie du corps spontanée. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience, vous imaginez le traumatisme à 10 ans, j'ai pris conscience que je n'étais pas mon corps physique, que j'étais quelque chose d'immatériel qui vivait là, à l'intérieur et à l'extérieur de ce corps, et que c'était ça mon vrai moi. Donc j'étais complètement tétanisé par ça. J'en ai évidemment pas parlé à mes parents parce que j'avais peur qu'ils me ramènent à la maison des fous. Et j'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Et j'ai enfin compris, à 50 ans, quand j'étais à l'Institut Monroe, où, je vous en parlerai tout à l'heure aussi, j'ai pu revivre cette expérience plusieurs fois et faire des expansions de conscience et donc aller explorer cet autre moi qui est mon vrai moi. Voilà. Alors la structure de la conférence, d'abord je vais vous dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment ça marche. Deuxièmement, on verra comment fonctionne l'esprit et l'intelligence humaine pour comparer les deux. Ensuite, on parlera ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et ce qu'on ne pourra jamais faire avec. Et puis pour conclure, on parlera des bienfaits et des dangers de cette intelligence artificielle dans notre société. Donc les logiciels d'intelligence artificielle ne sont ni plus ni moins que du code, c'est-à-dire de l'informatique. C'est des logiciels comme d'autres, d'accord ? Et ils reposent simplement sur des algorithmes et des modèles mathématiques complexes. La seule différence entre un logiciel d'intelligence artificielle et un logiciel classique, c'est qu'il est capable de mémoriser et d'aller très vite, c'est-à-dire d'apprendre et de mémoriser, et à une vitesse qui est la vitesse de la lumière. Et donc la solution que fournit une intelligence artificielle, c'est en fait basée sur une base de connaissances qu'on lui a enregistrée au préalable. Donc il va restituer que ce qu'il a pu enregistrer. Comme nous d'ailleurs, nous humains, on ne peut restituer que ce qu'on a appris, soit par l'école, soit par notre expérience de vie. Et quand vous voyez dans la presse l'intelligence artificielle a découvert ceci ou cela, eh bien il faut interpréter l'intelligence artificielle a permis aux chercheurs de découvrir. C'est un outil. C'est rien d'autre qu'un outil. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? J'ai dit c'est des algorithmes complexes et il y en a deux types. Il y a les premiers qui ont été développés dans les années 90, ce sont les algorithmes génétiques qui sont basés sur le fonctionnement génétique dans la nature. La loi de Darwin, qui permet l'évolution et qui explique comment ça marche. Donc ces algorithmes sont basés sur cette technique-là, tandis que les autres sont... alors, important de faire la distinction, ces algorithmes génétiques permettent de faire ce qu'on appelle du machine learning. Et les autres algorithmes sont les algorithmes neuronaux qui, eux, reproduisent le fonctionnement du cerveau avec des neurones et des synapses et qui vont permettre de faire ce qu'on appelle un deep learning, un apprentissage profond, c'est-à-dire
plutôt équivalent au nôtre, à celui que nous, on est capable de faire. Alors, les premiers sont assez limités au niveau de leur usage. Ils sont surtout utilisés pour faire des optimisations complexes. On verra un exemple tout à l'heure. Tandis que les réseaux neuronaux permettent de faire pratiquement toutes les tâches cognitives qu'un être humain est capable de faire. Donc, comment fonctionne un algorithme, une intelligence artificielle génétique? Comme je disais tout à l'heure, donc c'est un algorithme qui est essentiellement destiné à faire ce qu'on appelle des optimisations complexes. Donc j'ai pris un exemple, c'est celle d'optimiser une usine industrielle, par exemple. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que c'est celui qui était ma vie professionnelle. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une optimisation complexe? C'est qu'on doit en même temps maximiser la production, en même temps baisser les coûts, en même temps maximiser le service au client et en même temps baisser les stocks. Donc on doit maximiser certains critères et minimiser d'autres. Et donc c'est conflictuel. Et donc ça, les mathématiques linéaires, l'algèbre linéaire ne permet pas de le faire. Seul ce type d'algorithme permet de le faire. Alors comment il marche? On va prendre une usine, donc on va lancer un plan de production dans un modèle mathématique qui va décrire l'usine. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Toutes les boîtes, c'est des postes de travail. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez toutes les équations qui décrivent les ressources nécessaires, les coûts, les temps, etc., même le savoir-faire des spécialistes, etc. Et puis, ce modèle va simuler ce plan de production et va calculer une performance. Et à ce moment-là, itération suivante, l'algorithme va faire une modification dans le plan de production. C'est lui qui va changer. Il va repartir, refaire l'essai, refaire la simulation, et là, il va comparer. Il va dire, est-ce que le résultat de cette optimisation est meilleur ou moins bon que la précédente? S'il est moins bon, j'oublie la précédente, je l'oublie. S'il est meilleur, je le mets en mémoire. Et je recommence, autre itération, et il en fait 100, 1000, 10 000. Comment ça marche? Voilà, je vais vous faire un petit exemple. Pendant un certain temps, l'algorithme, il apprend. Et puis il trouve des solutions, puis il continue d'apprendre. Il ne trouve rien de mieux, puis il apprend. Il trouve, puis il apprend, il trouve encore. Et puis au bout d'un moment, il est asymptotique, c'est-à-dire qu'il ne trouve plus rien. Et là, on est sûr qu'on a trouvé l'optimum. Donc tout à l'heure, je vous montrais le vrai modèle, je vous montre la vraie solution. Là voilà, c'est vraiment une courbe qui montre les différentes itérations. Alors ça peut prendre 100 itérations, 1000 ou 10 000. Ça m'est arrivé de lancer un calcul le soir pour avoir les résultats que le lendemain matin. Par contre, ce qu'il faut comprendre dans ce type d'algorithme, c'est qu'ils ne permettent pas de cumuler le savoir. C'est-à-dire que pendant le calcul, l'algorithme apprend, il voit que cette solution est meilleure que la précédente, donc il la retient, mais une fois que le calcul est terminé, qu'on a coupé le courant, il a tout oublié. Si on revient le lendemain, qu'on lui redemande le même calcul, il va repartir en itération pour trouver une solution. Il n'y a pas de cumul du savoir. C'est ça sa limite. Contrairement aux autres intelligences artificielles qui sont les intelligences artificielles neuronales basées sur des réseaux de neurones qui ressemblent à notre cerveau et sur des algorithmes neuronaux également qui sont des modèles mathématiques. On va voir tout à l'heure comment ça marche. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Vous avez des couches de neurones interfacées les unes avec les autres, des neurones d'entrée, des neurones de sortie, et c'est très comparable au cerveau humain. Alors je vous montre un cerveau humain en comparaison. Donc vous voyez les neurones. Et puis les connexions, c'est ce qu'on appelle les synapses. Alors il y a une différence majeure qu'on peut voir. C'est que vous voyez, il y a certaines synapses, comme celle-là, ou celle-là, qui n'aboutissent, qui ne sont pas connectées. Pourquoi? Parce que pendant la vie de l'être humain, on continue à développer ces connexions. Donc avec l'âge, certaines neurones vont mourir, mais les synapses continuent à se développer. C'est pour ça que la créativité, c'est un jeune qui va en avoir davantage,
et qu'une stratégie, c'est un vieux qui sera meilleur, parce qu'il a plus de connexions, tout simplement. Alors pour vous donner un chiffre, le cerveau humain, c'est 100 milliards de neurones et 1 million de milliards de synapses. C'est énorme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un neurone artificiel? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est du code. C'est du code informatique, rien d'autre. Et puis ces neurones vont travailler avec ce que je disais tout à l'heure, des algorithmes neuronaux. C'est-à-dire que ce sont des process, des procédures de différents types. On va avoir par exemple ce qu'on appelle un selection process qui a permis de sélectionner les choses, de prediction, d'exploration, d'apprentissage ou de wrap-up. J'ai mis le mot anglais parce qu'en français c'est rassembler et mettre en forme. Hein, c'est ce qui va permettre de rassembler les choses et de les mettre en forme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un process neuronal? Eh bien, c'est un algorithme mathématique, c'est donc encore du code. Alors comment fonctionne un algorithme neuronal? Alors là, je me suis fait un petit plaisir, parce que comme j'avais suivi les cours l'année dernière, je vous disais, j'ai voulu essayer. Donc j'ai développé un petit réseau de neurones. Et alors d'abord, on va dire ça, type d'algorithme utilisé pour restituer tous les acquis cognitifs. Donc il permet, contrairement à l'algorithme génétique, il permet d'accumuler le savoir. C'est ça son gros intérêt. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors on va voir successivement comment une IA peut apprendre à calculer, comment elle peut apprendre à lire, comment elle peut générer du texte, et même comment elle peut générer une image, voire même une vidéo. Alors je disais, pour vous expliquer ça de manière très simple, j'essayais de programmer un petit réseau de neurones, tout simple, pour lui apprendre à faire une multiplication par 2. C'est simple. Alors j'ai pris je lui ai mis en entrée 5 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, et puis en sortie les doubles. Donc en le faisant tourner un certain nombre de fois, il devrait apprendre à faire une multiplication par 2. Je vous montre le programme, c'est tout simple. Donc les neurones, je ne les ai pas programmés, je les ai pris dans une bibliothèque open source sur Internet. J'en ai mis 64. J'ai mis les 5 chiffres d'entrée, les 5 chiffres de sortie, et j'ai demandé 1000 itérations. Alors on lance le calcul. Voilà, et on lui demande quel est le double de 18 pour vérifier. Voilà la réponse. 35, 86, 184. Alors j'ai dit, bon, mon apprentissage n'a pas été assez long, on va le doubler, on va en faire plus. Alors j'avais mis 2000. Et là, 35,99, c'est meilleur. Bon. Alors j'ai dit, mon réseau, il est trop simple. Donc j'ai mis une deuxième couche de neurones. Et là, je refais 1000 itérations, encore meilleur. Cette fois-ci, il y a 999. Et qu'avec 2000 itérations, là, il a enfin trouvé 36. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose au départ. C'est que je lui avais demandé d'apprendre la table de multiplication avec 5 décimales. C'est quand même plus fort que nous à l'école, vous vous rappelez? 2 x 2, 4, 2 x 3, 6. Hein, on a rabâché, hein, mais pas avec 5 décimales. Donc ça veut dire que si, au lieu de lui demander le double de 18, j'avais demandé le double de 18, 12 345, il m'aurait répondu 36, 24 690. Direct. Mais plus fort. Si ici, au lieu de mettre un neurone de sortie, j'en avais mis 8 pour une multiplication par 2, par 3, par 4, par 5, par 9, il aurait appris toutes les tables de multiplication dans les mêmes 2000 itérations. Donc toute la puissance, elle est là. Vous voyez, sur un problème très simple, c'est la vitesse et la mémoire. Alors ça, c'est comment il apprend à calculer. On va regarder maintenant comment une intelligence artificielle apprend à lire. Alors on prend un réseau de neurones, et puis son apprentissage, on va lui envoyer l'alphabet, mais avec toutes les polices. Vous avez vu dans Word, quand vous allez sur Word, vous avez une liste de 50 ou 100 polices. Bon, on va lui mettre l'alphabet avec toutes les polices. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui donner un texte, et il va faire comme nous à l'école primaire. Il va apprendre les lettres et les mots.
Donc il va prendre le C, il va arriver là, il va trouver que dans la base de connaissances c'est un C, puis il va aller là, il va dire ah ben ça c'est pas un C, donc il va trouver c'est un E, puis finalement il va dire ah ben ça c'est encore un C, et puis ça c'est ni un E ni un C, c'est un I, et puis là c'est un blanc. Ah, ça veut dire que ce qui précède c'est un mot. Donc c'est ceci. Pardon. C'est le mot ceci. Donc c'est exactement comme nous en classe préparatoire. Hein. On apprenait les lettres, les syllabes et les mots. Alors maintenant, pour aller un peu plus loin, on va dire, imaginons que cette fois-ci, on lui donne une lettre, on lui donne un texte, mais dont la police n'a pas été enregistrée dans l'algorithme. Là, comment il va faire? Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va procéder comme pour les images. Il va couper l'image de la lettre en pixels, en 4 pixels, et il va envoyer chaque pixel dans un neurone d'entrée. Et le neurone d'entrée, il va chercher ce petit dessin du pixel 1, dans quelle lettre on peut les retrouver. Donc il va trouver qu'il y a 5 lettres où on peut retrouver ce petit bout-là. De même, le pixel numéro 2, il n'y a que 2 lettres qui peuvent l'avoir. Le 3, il y en a 5. Le 4, il n'y en a aussi que 2. Donc toute cette information qui est là, et puis ces solutions possibles, sont entrées dans le neurone, qui est en fait un modèle mathématique, qui va prendre en compte toute cette information, et qui va derrière comparer tout ça, et voir que la seule solution, c'est un C, parce que c'est le seul qu'on trouve dans les 4 pixels. Alors, vous avez connu tous ChatGPT, je suppose, qui l'a essayé. Il y a quand même des limites, mais enfin, on va quand même explorer comment ça marche. D'abord, c'est un logiciel qui ne génère que du texte. Ne lui demandez pas une image, il ne sait pas faire. Deuxièmement, il contient à peu près 1 million de neurones artificiels. Donc c'est déjà, vous voyez, nous on a 1 milliard, ou 100 milliards, je ne sais plus, 100 milliards, lui il a 1 million. Son apprentissage a pris 6 mois, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La consommation électrique, non, la base de connaissances correspond à 3 millions de livres. La consommation électrique de l'apprentissage, c'est 1200 MWh, c'est-à-dire 500 foyers pendant 6 mois. Et le bilan carbone, c'est 550 tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de 110 voitures par an. Et son coût d'exploitation actuellement, c'est de plus de 100 000 $ par jour. S'il est gratuit, c'est simplement parce que c'est un produit d'appel pour qu'on achète les versions suivantes. Alors comment ça marche? Alors j'ai fait un essai, j'ai dit voilà, je voudrais que tu m'écrives une lettre de motivation pour un poste d'informaticien spécialisé en réseaux neuronaux, bilingue français-anglais, avec 7 ans d'expérience dans les sociétés multinationales. Alors, premièrement, première activité du ChatGPT, c'est le selection process. Il va parcourir tout le web pour trouver tous les sites sur lesquels on trouve les caractéristiques de ce poste de travail et toutes les caractéristiques qui traitent de ce job et les qualifications requises pour l'assumer. Ensuite, il va passer en exploration process, c'est-à-dire qu'il va parcourir tous ces sites pour trouver quels sont les arguments intéressants, quelles sont les caractéristiques à mettre en évidence, etc. Et il va les retenir. Et puis, il va passer en wrap-up process, c'est-à-dire qu'il va rassembler tout ce qu'il a découvert et le mettre en forme à partir de sa base de connaissances du français, où il connaît tout le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe, etc. Et il va écrire une lettre. Alors je vous la montre. Je vous la lis parce c'est écrit en petit. Je me permets de vous adresser ma candidature pour le poste d'informaticien spécialisé, etc. Là, il a repris tout le truc. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein de sociétés prestigieuses où j'ai pu développer une expertise approfondie dans le domaine
des réseaux neuronaux et de l'intelligence artificielle. Mon parcours m'a permis de participer à des projets novateurs qui ont contribué à l'avancement de la recherche et du développement dans ce domaine de constante évolution, blablabla, bla, 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 et continue. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors par contre, je vous donne un truc, si vous avez des enfants ou des parents qui cherchent un poste, ils vont essayer de faire leur lettre de motivation sur Internet. Mais les DRH, ils connaissent, hein. Ils ont fait le test avec eux, avant eux. Donc si on fait le test plusieurs fois, on s'aperçoit que la structure est toujours la même. Donc le vocabulaire change, mais il y a quand même des trucs. Donc on détecte très très vite que c'est du chat GPT. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire un chat GPT, puis après il faut reprendre le texte à sa sauce, à soi, et le réécrire complètement. Sinon, les DRH le voient tout de suite. Alors maintenant, on va aller plus loin. Comment une intelligence artificielle fait pour produire une image? Alors là, il s'agit d'un algorithme neuronal qui va s'identifier au cortex humain et qui a été développé surtout pour la reconnaissance et le traitement des images et du 3D, donc les vidéos. Son apprentissage, qui est donc du deep learning, comme on a vu tout à l'heure, se fait par la recherche d'images, par la pixelisation de ces images, comme on a vu tout à l'heure avec la lettre C, et la construction d'images comme quand vous faites un puzzle. Il va pratiquer un peu de la même manière, avec les pixels. Donc j'ai dit, on va faire un exemple avec un tableau. Donc j'ai demandé à un algorithme de faire un tableau représentant 2 pêcheurs et leur barque échouée dans les rochers lors d'une tempête en mer et qui ont sauvé une sirène inconsciente échouée sur la berge. Alors comment il va marcher? Selection process, le logiciel va rechercher dans les bases de données d'images et sélectionner toutes celles qui mentionnent des parties de la scène à représenter. Il va chercher des rochers, il va chercher des mers en tempête, des barques échouées, des pêcheurs, des sirènes, etc. Et puis il va passer en exploration. Toutes les images vont être pixelisées, testées, filtrées, classifiées et pixelisées par une suite de couches de convolution qu'on appelle, qui sont des neurones particulières, qui vont travailler comme des détecteurs de forme. Et puis il va passer en filtration process, c'est-à-dire que là, il va passer l'ensemble des pixels vont être traités par les couches de convolution qui vont retenir que les pixels les mieux adaptés pour représenter l'image que l'on cherche. Et puis il va passer en learning process, c'est-à-dire qu'il va essayer d'apprendre maintenant, en triturant tous ces pixels, comment les assembler, qu'est-ce qu'il y a comme règle pour les assembler, pour qu'on arrive à représenter l'image demandée. Et puis en fait, il va passer en wrap-up process. Là, il va faire exactement comme vous quand vous faites un puzzle. Il va chercher, mettre les pixels ensemble. Mais le résultat, le voilà. C'est pas mal, hein? Alors là, on a fait le tour un peu de l'intelligence artificielle et comment ça marche. Donc je vais faire juste un résumé sous une forme graphique qui va me permettre ensuite de comparer son fonctionnement à l'esprit humain. Donc, comme je disais, l'intelligence artificielle travaille sur sa base de connaissances. C'est qu'est-ce qu'on lui a appris. Donc, c'est toutes les données disponibles sur Internet qui va les chercher, ou les captations et analyses d'informations contenues par divers systèmes. Par exemple, s'il y a des tas de capteurs, si on l'utilise pour faire marcher une machine, il va enregistrer tout ce que les capteurs vont lui envoyer, etc. Donc c'est tout l'acquis culturel contenu sur le web et ou les échanges d'informations captées qui vont constituer sa base de connaissances. La deuxième étape, c'est que donc la collection et la validation des éléments qui ont été faits vont se faire, leur qualité ne va dépendre que de la qualité et des informations contenues dans la base de connaissances. C'est ça qui est important de comprendre. Il ne va pas les inventer, il ne peut pas. Et ensuite, eh bien, il va passer dans l'algorithme neuronal qui va fonctionner comme notre intellect, avec différentes fonctions qu'on a vues tout à l'heure, sélection, learning, exploration, etc. Et c'est comme ça qu'il va fonctionner.
Alors retenez l'image, parce qu'on va passer maintenant au cerveau humain, et vous allez voir que c'est pareil. Donc notre base de connaissances à nous, c'est notre vécu. C'est tout ce qu'on a appris à l'école, tout ce que nos parents nous ont appris, tout ce que la vie nous a appris, nos expériences, nos lectures, etc., etc. Tout ça, c'est cumulé dans notre esprit et c'est notre base de connaissances. Donc ça veut dire que la production de nos pensées ne peut dépendre que de ce que l'on a dans la base de connaissances. Et donc, plus on a une base de connaissances riche, et plus on va être capable d'avoir des pensées complexes ou plus sophistiquées. Et puis ensuite, ça rentre dans l'intellect, qui est notre réseau de neurones, et ça va travailler avec des fonctions. Pareil. Donc, on va avoir ce qu'on appelle le positionnement psychologique. On a tout ça. Alors, je vous donne un exemple. Vécu. Mes parents étaient à la retraite, et un jour, un week-end, je vais les voir, et ils avaient des amis qui étaient venus pour déjeuner à midi. Et après le repas, le monsieur était avec mon père sur le balcon en train de fumer une cigarette, la dame était au salon avec ma mère, et moi j'étais entre les deux, et j'écoutais avec mes deux oreilles les deux conversations. Et les deux racontaient leur vie. C'était pas la même. Mon père, c'était tout positif. Ouais, alors oui, bien sûr, on a eu des problèmes, mais c'est pas grave, on s'en est sorti, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis tout était bien, il était content de sa vie, tout avait bien marché. Et puis ma mère, c'était « Ah, ma pauvre dame, si vous saviez les malheurs qu'on a eus, puis mon mari était malade, et puis ceci, et puis cela. » C'était pas la même vie. Et moi, j'étais là au milieu, je dis « 50 ans de vie commune, et c'est pas la même vie. » Positionnement psychologique. J'ai le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et là, vous ne pouvez rien changer. Hein. Quand vous êtes dans un cas ou dans l'autre, vous ne pouvez rien changer. Ensuite, vous avez les horizons mentaux. Alors ça, on les connaît. Hein. Oh, les femmes, ça c'est pas bricoler. Ah, les hommes, ça ne sait pas faire la cuisine. Etc., etc. Les petits garçons, ça joue à la guerre et les petites filles avec la poupée, etc., etc. Alors le pire, c'est dans le monde professionnel, parce que tout le management des ressources humaines est basé sur des horizons mentaux. Ah, celui-là, il a un profil de comptable. Ah, celui-là, il a un profil de ceci, ou celui-là, un profil de cela. Et puis on ne change pas de boîte. Hein. C'est fini, il est catalogué à jamais. Alors par exemple, ça donne, quand on cherche un employé, un DRH, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une description de fonction. Puis après, il va chercher l'individu qui colle parfaitement à cette description de fonction. Si on prend par exemple les sociétés un peu plus innovantes et plus modernes comme les startups, eux, ils ne font pas ça. Eux, ils vont chercher des talents. Ils vont dire, j'ai besoin de quelqu'un qui a tel ou tel talent. Et ensuite, on va lui faire un poste pour qu'il puisse mettre en valeur son talent le plus possible. Et c'est comme ça qu'il va être le plus efficace. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais le talent gardening. On cultive les talents. C'est un nouveau type. Mais c'est toujours basé sur, justement, pour éviter ces horizons mentaux. Le troisième, c'est les mémoires associées. Alors ça, je pense que vous connaissez tous le jeu. Vous montrez à quelqu'un un mur blanc, vous dites c'est quelle couleur, il va vous dire blanc, et ça, blanc, 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 que boit la vache, du lait. À tous les coups, ça marche à tous les coups. Vous pouvez faire ça aussi avec couleur rouge, ça c'est rouge, ça c'est rouge, ça c'est rouge, ça c'est rouge. Quelle est la couleur du marteau ? Rouge. Boum. C'est ce qu'on appelle les mémoires associées, parce que notre cerveau, il n'arrive pas à aller assez vite pour dissocier ce qu'il vient d'entendre de la réalité. Et puis il y a le pire. Alors le pire, c'est les projections mentales. Alors là, je vais vous raconter une histoire pour vous faire comprendre ça. L'histoire se passe dans le Bronx, à côté de New York, le quartier malfamé. Et puis c'est la nuit, en été, il fait chaud. Et puis la fenêtre est restée ouverte pour laisser l'air frais passer. Et sur le lit, il y a Charlie Brown qui est couché et qui ne dort pas. Il est là, les yeux grands ouverts, il ne dort pas. Et tout d'un coup, le rideau s'ouvre, il y a une tête qui passe, puis qui enjambe la fenêtre, qui traverse la pièce, qui va vers la commode, qui ouvre le tiroir, qui prend la boîte à bijoux, qui ramasse les bijoux dans la poche,
il ferme le tiroir et il repart, il range la fenêtre et il s'en va dans la nuit. Question, pourquoi Charlie Brown l'a laissé faire et n'a pas réagi? Au moment où le type voulait repartir, il s'est arrêté, il a regardé Charlie Brown et lui a fait un sourire. Et puis il est parti. Donc vous voyez, on a beaucoup de mal à trouver pourquoi. Si je pousse le truc un peu plus loin, il y a quelqu'un qui a dit, il le connaissait. C'est l'explication qui vient la première. Et puis la deuxième qui vient, personne ne l'a dit, mais souvent quand je fais l'exercice, il y a des gens qui le disent, c'est de dire, oui, mais c'était un copain, et puis ils ont fait, c'est en fait une arnaque à l'assurance. Ben, voilà. Hein. Et là, tout le monde dit, ah ben oui, évidemment, c'est logique. Eh ben non, c'est pas logique. Parce que Charlie Brown est un bébé. Alors ça, vous voyez, vous ne pouviez pas le trouver. Parce que ce n'est pas dans votre base de connaissances. Parce qu'on n'appelle jamais un bébé Charlie Brown. On dit le bébé Charlie, le petit Brown, mais on ne dit pas Charlie Brown avec nom et prénom. Jamais. Donc ce n'est pas dans notre base de connaissances. Donc on ne peut pas le trouver. Alors ça, c'est projection mentale. Et quand vous avez beaucoup de gens qui sont convaincus par cette solution que c'est un escroc, eh bien, vous avez fait un complot contre Charlie Brown, tout simplement. Voilà. Donc là, j'étais un peu vite, je passe. Et maintenant, on va voir la distinction entre la fameuse intelligence artificielle et la nôtre. Pourquoi nous, on est nettement supérieurs? Parce qu'on a ça. On a l'intuition. L'intuition, ça vient de notre moi intérieur. Moi, je l'appelle le moi intérieur. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai fait une sortie du corps, je me suis aperçu que j'étais autre chose que ce corps physique. Donc, j'ai donné un nom, c'est mon moi intérieur. Ou bien, ça vient encore de ce qu'on les anciens appelaient l'akasha, qui est le champ informationnel originel qui contient toute l'information de l'univers et qui fait que les idées viennent de là. Et puis, il y a aussi des gens qui ont des capacités surnaturelles, ce qu'on appelle les autistes, le syndrome d'Asperger, par exemple. Quand j'ai travaillé au début de ma carrière au CERN, à Genève, on avait un autiste Asperger qui avait une 50aine d'années, qui travaillait avec les physiciens pour les aider dans les calculs très compliqués. Et comme il était très fier de ses talents, tous les ans, le CERN organisait une soirée, il s'appelait Monsieur Klein, il organisait une soirée Klein. Alors ça se passait dans l'amphithéâtre qui était bourré ce jour-là. Puis Klein arrivait, alors il était hirsute complètement, il avait des cheveux pas lavés depuis 15 jours, enfin, il était vraiment un personnage spécial. Et puis, il écrivait des chiffres, il demandait aux gens, donnez-moi des chiffres. Alors les gens disaient 3, 8, 9, 10, et lui il écrivait au tableau tous ces chiffres dans n'importe quel ordre. Puis quand le tableau était plein, il y avait 10 mètres de chiffres, il disait maintenant qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Alors les gens disaient, tu nous fais extraire la racine 3, extraire la racine 18, etc. N'importe. Et on lui donnait un challenge comme ça épouvantable. Et là, le spectacle commençait. Et alors Klein commençait à marcher, à déambuler, à se gratter la tête, presque à danser, etc. Puis il allait mettre un chiffre au milieu du tableau. Et puis il continuait. Puis on mettait un autre, mais 2 mètres plus loin. Et ainsi de suite. Ça durait toute la soirée comme ça. Et puis au bout d'un moment, il avait fini par remplir le tableau, mais pas dans l'ordre. Les chiffres, c'était un peu n'importe comment. Et puis quand il arrivait, il a vers la table. Voilà, c'est ça. Alors on appelait l'ordinateur central, avec lequel il était connecté. La réponse arrivait, il était juste. C'était vraiment assez spectaculaire. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle va vite, mais il y a des humains qui vont aussi très vite. Mais ce n'est pas encore autant. Alors, quelle est la distinction entre découverte et invention? La découverte, c'est ce qu'on reçoit tout d'un coup. C'est Archimède qui, Eureka, il découvre le principe d'Archimède parce qu'il prend son bain.
ou c'est Newton qui est dans son jardin en train de rêvasser, qui voit tomber une pomme et qui découvre la gravité. Ou c'est Einstein qui disait toujours moi, la théorie de la relativité, je l'ai reçue par intuition. Après, je l'ai mis en forme, c'est tout. Par contre, une invention, c'est ce qu'un humain va faire pour développer un nouveau produit, par exemple, ou un nouveau concept, mais en général, elle vient que parce qu'il a eu une ou plusieurs intuitions d'avant. C'est ce qui faisait dire à Poincaré, c'est par la logique que nous prouvons et c'est par l'intuition que nous découvrons. C'est ça, en fait, notre plus. Alors, les différents types d'intelligence que nous pouvons avoir, humains, c'est d'abord l'intelligence rationnelle, c'est celle qui nous permet d'analyser, de conceptualiser, de comprendre, etc., de travailler avec, de résoudre des problèmes. Puis c'est l'intelligence émotionnelle qui nous permet d'appréhender le sentiment des autres, qui nous permet de développer l'empathie, qui nous permet en fonction de nos propres émotions, de réagir différemment. Et puis il y a l'intelligence intuitive ou l'intelligence abstraite, qui est celle où tout d'un coup, paf, on a une idée, on découvre quelque chose et on ne sait pas pourquoi. Voilà, je vous raconte une histoire aussi, comment j'ai découvert ça. Moi aussi, à l'âge de 15 ans, c'est que j'étais en classe de 3e, et puis le lundi, on avait un terreau écrit d'histoire. Et puis j'avais pas envie de réviser parce que ça m'embêtait, il faisait beau, j'avais des copains qui m'appelaient pour jouer au volley. Et donc, tout d'un coup, j'entends, c'est pas une voix que j'ai entendue, c'est comme un savoir télépathique, une voix non sonore qui me dit « la guerre du Schleswig-Holstein ». Je dis quoi ? J'avais jamais entendu parler. Alors je précipite sur l'encyclopédie de mes parents, on n'avait pas Internet à l'époque, et je trouve la guerre, une illustre guerre du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Et donc j'ai dit à la petite voix, chiche, je prends une double feuille, je mets mon nom, la date du lundi, et je copie 4 pages de la guerre du Schleswig-Holstein. Quand j'arrive le lundi à l'école, vous imaginez la trouille que j'avais. Hein. J'ai dit, si c'est pas ça, je suis cuit. Et le prof arrive, pose le cartable, prend la craie. La guerre du Schleswig-Holstein, vous avez 1 heure. Vous imaginez le choc à 15 ans. Mais c'est qui cette voix? Et comment elle savait que le truc de l'interro écrite? C'est pas possible, ça. Là, c'est typiquement ça. L'accès à l'information akashique dépend du niveau de conscience de l'être humain. Là, je suis obligé de faire un raccourci. J'espère que certains d'entre vous, si vous n'arrivez pas à comprendre ce concept-là, je vous demande d'aller voir la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur la physique quantique, et là, vous aurez l'explication plus détaillée. Mais je vais essayer de résumer. En fait, la vie, je la représente par une courbe. Ici, vous avez la fréquence qui définit la conscience, parce que la conscience, c'est simplement qu'une élévation de fréquence. Hein. Plus on a une fréquence élevée, plus on a une conscience élevée. Et puis le temps. Et donc la vie, c'est une courbe en S, entre la vie et la mort, comme tous les systèmes dans l'univers. C'est ce que le 3e principe de la thermodynamique, tout évolue selon une courbe en S, du début à la fin. Et ce qui est en gris tout autour, ben c'est ce fameux akasha dans lequel on vit. C'est ce que les Asiatiques appellent le ki ou le chi, ou ce que nous, nos anciens appelaient l'éther, ou le prana en Inde. C'est cette énergie porteuse d'informations dans laquelle nous baignons. Et donc, en fonction de notre niveau de conscience, si par exemple, on est là, à ce niveau de fréquence, de conscience, eh ben on n'accède qu'à cette information-là. On ne pourra jamais accéder à l'information qui est là, à ce niveau de fréquence. Donc si on monte la fréquence, eh ben on augmente le nombre d'informations qu'on a. Et donc plus on a une conscience élevée, plus on aura des intuitions, plus on aura accès à de l'information akashique. Ce qui faisait dire à Einstein, aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Ça, j'aimerais que tous nos dirigeants politiques l'apprennent par cœur.
parce qu'il cherche toujours les solutions dans le passé ou le présent, et pas en changeant de niveau. Alors, comment fonctionne le cerveau humain? D'abord, on a deux hémisphères. Il y a le droit, qui lui est la source de l'innovation, c'est l'intelligence intuitive. Donc il va recevoir les intuitions qui vont nous permettre d'être créatifs, imaginatifs, la sensibilité, d'avoir des émotions, des perceptions sensorielles, de manifester de la conscience, etc. Et puis il y a le cerveau gauche qui, lui, c'est le côté de l'intelligence rationnelle qui nous permet d'agir, d'analyser, de comprendre, de synthétiser le langage, l'écriture, etc. Les raisonnements logiques, etc. L'intelligence humaine est basée sur l'interaction des deux hémisphères. Alors, la question qu'on se pose, c'est, alors non, avant ça, c'est qu'il n'y a pas que la structure du cerveau qui va nous permettre d'avoir des intuitions, il y a aussi notre mode de vie. Et ça, c'est une découverte récente. C'est en 2009 qui a valu le prix Nobel au docteur Elizabeth Blackburn. C'est l'épigénétique qui démontre que par notre style de vie, on peut améliorer ou détériorer notre ADN. Mais comme l'ADN, c'est lui qui porte l'information que l'on a reçue de l'akasha, du sang akashique, du champ akashique, évidemment que si cet ADN fonctionne mal, eh bien l'information ne va pas se transmettre correctement. Donc c'était important. Alors pour le faire comprendre, j'ai représenté le cerveau, les deux hémisphères, séparés par un miroir à 100 teints. Vous savez, le miroir, comme dans les commissariats de police, quand on veut interroger un suspect, on l'enferme dans une salle où il y a un grand miroir. Lui, on croit que c'est une glace, mais il y a les flics qui sont derrière, qui voient tout ce qui se passe dans la pièce. Alors quand on vit dans la foi et les pensées positives, quand je dis la foi, c'est pas la foi en Dieu, c'est la foi en soi, en ses capacités. Quand on vit dans cette foi et dans la pensée positive, eh bien, ce qui se passe, c'est que les intuitions qui arrivent de notre moi intérieur se transforment en synchronicité ou en information, comme la guerre de Schleswig-Holstein tout à l'heure, d'accord, et va nous aider dans la vie. Et si par contre, on vit dans la peur et les pensées négatives, ce qui se passe, c'est que le miroir se met comme à l'envers et les intuitions repartent. Et on n'en a pas. Et on n'a plus d'aide de notre être intérieur. Bon, ça, vous pouvez le constater tous les jours. Quand vous avez peur, vous êtes tout d'un coup dans un état dépressif, vous allez voir, il vous arrivera que des pépins et vous ne pouvez rien faire. Il n'y a personne qui vous aide. Si par contre vous êtes très dans le positif, détendu, etc., vous allez voir que les problèmes se règlent tout seuls, que la vie est simple. Donc ça marche très bien. Alors comment améliorer le fonctionnement de ces deux cerveaux, outre en ayant une vie la plus positive possible? Eh bien, c'est d'abord en écoutant sa petite voix intérieure. Parce que quand elle nous parle, elle est très ténue. Donc on n'a pas tendance à l'écouter. Et souvent, je suis sûr que ça vous est arrivé, vous savez intuitivement qu'il ne faut pas faire ça. Puis vous le faites quand même, et boum, patatras, vous avez un problème. Puis des fois, elle vous dit, ça il faut faire, ça il faut faire. Puis on ne le fait pas parce qu'on a le mental qui, lui, vient contre et n'est jamais d'accord. Parce qu'en fait, le moi intérieur, il est toujours bienveillant à notre égard, mais en fait, il s'exprime de manière assez timide, ce qui fait qu'on l'entend difficilement. Il faut vraiment apprendre à l'écouter. Par contre, le deuxième point, c'est en prenant garde à notre mental, parce que alors, lui, il est très bruyant, au contraire, et puis c'est tout. Et puis surtout, il veut que vous fassiez comme lui. Donc, il va vous dire, mais la petite voix, là, c'est n'importe quoi, il te dit de pas faire ça, mais c'est pas vrai, il faut faire ci, pour ça, pour ça. Puis voilà, puis on se plante à tous les coups. Donc, faire très attention au mental. Et il y a un moyen de savoir, c'est pour savoir si c'est lui qui parle ou pas, c'est de se poser la question, est-ce que ce qu'il me dit satisfait mon ego ou pas? Si c'est oui, c'est le mental, à tous les coups. Donc ça, il faut l'éviter.
apprendre à écouter la petite voix. Donc la méditation, c'est un bon truc pour le faire, pour l'apprendre. Alors quels sont les vrais talents de notre hémisphère droit? C'est reconnaître un visage par l'émotion qu'il dégage, de reconnaître l'émotion qu'exprime un visage. C'est lire le sentiment de quelqu'un dans ses yeux. On voit tout de suite si la personne est triste ou gaie, etc. C'est apprécier une œuvre musicale, une peinture, une œuvre d'art. C'est recevoir régulièrement des intuitions. C'est ressentir qu'il faut le faire ou pas le faire, comme je disais tout à l'heure. C'est s'orienter dans l'espace et dans le temps. C'est avoir conscience de soi et de son existence. C'est élever son niveau de conscience. Et comment se produisent les expansions de conscience, puisqu'on parle de ça? Et je vous disais tout à l'heure que j'ai eu la chance d'aller à l'Institut Monroe, et vous aussi, d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Donc, vous allez savoir de quoi je parle. Donc, à l'Institut Monroe, en fait, ils ont développé une technologie, parce que M. Monroe, quand il a eu la cinquantaine, il a fait une sortie du corps, comme moi à 10 ans, et il a voulu comprendre ce qui se passait. Donc, finalement, il a appris que les yogis en Inde, les maîtres yogis, faisaient ça tous les jours. Donc, il est allé en Inde, il les a rencontrés, il a vu comment ils faisaient, et donc il a vendu ses entreprises, il a rassemblé sa fortune, il a créé l'Institut Monroe en 1974, donc ça fait 50 ans. Et depuis 50 ans, il travaille là-dessus, sur le fonctionnement des deux cerveaux, et donc l'expansion de conscience. Et il a développé une technologie qui fait que quand il a truffé la tête des yogis avec des capteurs, il a enregistré ce qui se passait au moment où il sortait du corps ou qu'il faisait une expansion de conscience. Et il a constaté que les deux hémisphères ne fonctionnaient plus à la même fréquence. Et que la différence de fréquence, ça générait une espèce d'harmonique qui provoquait l'expansion de conscience. Donc il a fait ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire qu'il a embauché des acousticiens, des informaticiens, des neuroscientifiques, etc. Et il leur a dit, développez-moi une technique où on va pousser le cerveau, les deux cerveaux, à ces différences de fréquence, et on devrait avoir une expansion de conscience. Et ça a marché. Donc effectivement, les maîtres yogis, quand ils ont testé ça, ont dit, écoutez là, c'est comme après 20 ans de méditation, quoi. C'est pareil. On arrive à des niveaux qu'on n'arriverait jamais sans l'expérience que nous avons. Et donc j'ai suivi des stages là-bas, plusieurs, qui m'ont permis d'explorer ce moi intérieur que j'avais appris à connaître à 10 ans, et à aller voir tout ce qu'il était, comment il fonctionnait par rapport à nous. Alors je vais vous montrer un exemple d'un test que j'ai fait là-bas. Alors je vous l'explique. En abscisse, vous avez ce qu'on appelle au Monroe les focus, c'est-à-dire en fait les différentes fréquences qu'on envoie dans le cerveau pour générer plus ou moins de niveau de conscience. Et puis la courbe rouge, c'est la relaxation physique. La courbe verte, c'est le niveau émotionnel. Et la courbe bleue, c'est le niveau de conscience. On voit qu'au début, la relaxation physique arrive très vite à un niveau qui va se stabiliser. Donc ça se passe très rapidement. Ensuite, la première phase, qui est la phase normale avant qu'on entre en expansion de conscience, on voit qu'il y a un phénomène intéressant, c'est que les pics émotionnels sont corrélés avec les pics de conscience. Donc ça veut dire que quand on a tout d'un coup un saut d'émotion, on a aussi la conscience qui s'élève. Par contre, quand on est en expansion de conscience, vous voyez ce qui se passe, l'émotionnel s'écroule et la conscience s'envole. Et effectivement, c'est ceux qui pratiquent la méditation, vous l'avez constaté, quand on est en méditation vraiment en haut, on a atteint un niveau de fréquence élevé, on n'a plus de mental, on n'a plus d'émotion, par contre, on est ailleurs. Alors, qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle ne pourra jamais faire? Alors d'abord, l'intelligence artificielle ne sera jamais qu'un cerveau gauche. Ça, il faut commencer par faire cette restriction-là.
elle n'aura jamais d'intuition ni de connexion avec le champ informationnel originel. Donc c'est la grande différence. Ce que l'IA donc ne pourra jamais faire, c'est avoir des intuitions, être capable d'imagination, découvrir quelque chose de nouveau. Par contre, elle pourra améliorer ce qui existe, sans problème. Faire un raisonnement mathématique, par contre, elle pourra faire des calculs, même compliqués, comme on a vu tout à l'heure. Elle ne pourra jamais ressentir d'émotion. Par contre, elle pourra en mimer. On peut apprendre à des robots à faire sourire, mais c'est très restreint ce qu'on peut leur faire faire. C'est des copies. Avoir la conscience de ses actes et des conséquences qu'ils peuvent avoir. Prendre conscience d'elle-même, de savoir ce qu'elle est en train de faire. Avoir une sensibilité autre qu'une capacité de réaction à un stimuli extérieur, ou avoir des perceptions sensorielles. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui viennent de notre cerveau droit et qui ne pourront jamais être recopiées ou imitées par une intelligence artificielle. Donc, ce que l'intelligence artificielle, on va regarder 3 cas de ce qu'elle peut faire dans des domaines différents. Dans le domaine informationnel, par exemple. Alors, par exemple, j'ai un ami qui est avocat, je lui ai demandé, quand tu fais un dossier où tu as besoin de connaître toute la jurisprudence qui existe, comment tu fais? Alors il m'a dit, je vais d'abord chercher sur le web toutes les bases de données juridiques dans lesquelles on traite de toutes les jurisprudences possibles et imaginables. Et puis, je vais consulter tout ça, je vais lire attentivement toutes ces pages, retenir ce qui m'intéresse là-dedans pour le procès que j'ai à traiter. Et puis, je vais rassembler tout ça dans un rapport final qui va me donner un document final avec toute ma jurisprudence que je vais pouvoir utiliser. Puis j'ai dit, puis si tu fais ça maintenant avec l'intelligence artificielle, tu fais comment? Alors il me dit, là, c'est tout simple, c'est selection process, exploration process, wrap-up process, quelques minutes seulement. Quand je dis quelques minutes, ça peut être quelques secondes. Alors regardons dans un autre domaine, c'est le domaine sécuritaire. Vous avez remarqué que grâce à Dieu, depuis 2015, il n'y a plus d'attentats majeurs. On a des loups solitaires, mais on n'a plus de gros attentats majeurs. Merci le logiciel Stone, qui veut dire Shaping Terrorist Organizational Network Efficiency. Donc ce logiciel, il marche de la manière suivante. Un service secret identifie dans cette zone d'Irak un terroriste affilié à Daesh ou à Al-Qaïda, etc. Donc il va rentrer dans Stone toute l'information qu'on a obtenue sur ce bonhomme. Et puis on va lancer tous les capteurs possibles et imaginables. Donc on va écouter tous ses téléphones, tous ses SMS, on va lire tous ses emails, tous ses messages dans les réseaux sociaux, etc. Et on va donc découvrir avec qui il est connecté, puis on va regarder la même chose pour les gens avec qui il est connecté, et à la fin de quelques semaines ou de quelques mois, eh bien on a ça. On a tout son réseau de relations et d'appartenance et de connexion. Et donc ça permet effectivement d'anticiper beaucoup de choses. Autre domaine d'application dans le domaine médical. Alors si on prend un médecin, quelle est sa base de connaissances? C'est ce qu'il a appris à la faculté de médecine, c'est ce qu'il a appris pendant son internat, et tout ce qu'il a appris pendant son expérience professionnelle dans son cabinet. Alors si on compare ça avec un docteur intelligence artificielle, lui, il va pouvoir prendre toutes les caractéristiques de toutes les pathologies connues à travers toute l'information qu'il peut avoir. Il va avoir toutes les références de tous les médicaments, traitements et protocoles utilisés jusqu'ici. Et puis, s'il n'en est pas en France, c'est pas possible à cause du secret médical, mais s'il est en Chine, il va accéder à toutes les données médicales de toute la population.
Donc vous imaginez que cette base de connaissances, elle est tellement supérieure à celle-là que le diagnostic risque en tout cas d'être bien meilleur. Alors vous avez constaté aussi peut-être depuis quelque temps ou entendu parler qu'il y a souvent des hackings d'hôpitaux ou d'assurance mutuelle maladie. Ce n'est pas l'information sur les gens qui sont intéressantes, ni leurs données bancaires, c'est leur dossier médical pour nourrir une intelligence artificielle. C'est ça qui les intéresse, parce que c'est ça qui a de la valeur, c'est les données. Une intelligence artificielle sans données, ça ne vaut rien. Donc il faut beaucoup de données. Donc les Chinois, ils n'ont pas de problème, ils ont 1 400 000 personnes, dossiers médicaux qui vont rentrer dans leur IA sans problème. Chez nous, c'est pas pareil. Donc on passe par les hackers. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire dans le domaine de l'ingénierie? Alors ça, c'est intéressant parce que c'est assez spectaculaire. Par exemple, j'ai vu chez Peugeot le logiciel Virtools qui permet de représenter l'objet à construire virtuellement. Donc ils vont avoir la voiture en virtuel, mais pas seulement d'extérieur, on peut très bien rentrer dedans. Donc en fait, ils mettent leur casque de réalité virtuelle, et à ce moment-là, ils rentrent dans la voiture virtuelle pour aller voir où mettre telle chose, etc. Alors dans une voiture, c'est encore assez simple, mais si vous allez chez Airbus, vous allez voir que là, ils ont des intelligences artificielles avec réalité virtuelle qui leur permet vraiment de rentrer dans l'Airbus, d'aller mettre les différentes choses aux différents endroits. Et l'endroit le plus extraordinaire, c'est chez Naval Group pour les sous-marins nucléaires. Là, vraiment, quand on voit comment se passe une réalité virtuelle, on a vraiment l'ingénieur qui se balade dans le sous-marin pour voir où mettre tel appareil ou tel appareil. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est un usage très important pour l'ingénierie. Alors le pire, c'est ce qui se passe en Chine, évidemment. C'est l'utilisation de toutes ces technologies pour contraindre les gens et pour les dresser, je dirais, de manière à ce qu'ils vivent comme le régime veut qu'ils fassent. Alors l'IA soulève de profondes considérations éthiques. La première, c'est: peut-on laisser une intelligence artificielle prendre une décision automatisée dans des domaines comme la justice, les voitures autonomes, la santé, ou pire l'armée? L'autre, c'est le problème de la responsabilité. Imaginez une intelligence artificielle qui pilote une voiture autonome et qui va tuer un piéton. C'est qui est responsable? Juridiquement, là, ça pose un problème. Il y a un problème d'éthique aussi. Comment fixer la limite en ce que l'on accepte que l'IA fasse et ce qu'on accepte qu'elle ne fasse pas pour préserver les libertés publiques? Comment éviter que l'IA soit utilisée pour manipuler les foules, les masses, les opinions? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu les projections mentales. Donc vous voyez, c'est facile d'en fabriquer. Et un autre problème qu'on pose, c'est on utilise de plus en plus les robots dans les usines. Mais pourquoi ne contribue-t-il pas aux charges sociales? Il remplace des techniciens, des ouvriers, des ingénieurs, et il ne paye pas de charges. Là, il y a un problème fiscal majeur. Donc une IA ne fera jamais partie de ce tableau d'honneur, si je puis dire. Parce que ça, on en est loin de faire comme eux. Donc quels sont maintenant, pour conclure, les bienfaits et les dangers de l'intelligence artificielle? Alors, quelques menaces d'abord. Le chômage de masse. Ça, c'est probablement le danger le plus grave qui nous attend. Et ce n'est pas les emplois manuels qui risquent, c'est les cols blancs. Parce qu'on ne remplacera jamais un menuisier par une intelligence artificielle, ou un plombier. Ça, il faut des mains pour faire ça. Donc, par contre, on a vu tout à l'heure l'avocat, on a vu l'écrivain, on a vu les documentalistes, tout ça. Il y a plein de métiers qui vont être facilement remplaçables par des intelligences artificielles. Même les pilotes d'avion. On commence à piloter des avions. Il y a un test qui a été fait il n'y a pas très longtemps aux États-Unis.
un avion a été piloté pendant 17 heures par une intelligence artificielle. Il a décollé, il a volé et il s'est posé tout seul. Gouffre énergétique. Ça, c'est le grand problème des développeurs d'intelligence actuelle, c'est de dire où va-t-on trouver l'énergie nécessaire. Parce que ça, on a vu tout à l'heure ce que consommait ChatGPT. Et ChatGPT, c'est une petite IA, toute petite par rapport à ce qu'on trouve. Donc la consommation d'énergie est phénoménale, va être phénoménale. Ensuite, alors, il y a toutes les fausses vidéos pour faire dire aux gens ce qu'ils n'ont jamais dit, pour les générer des fausses preuves qui ont l'air d'être complètement véridiques. C'est d'écrire des articles de propagande sans aucune base réelle. C'est le cyberpiratage qui va devenir beaucoup plus complexe qu'il est actuellement, beaucoup plus puissant. Et c'est faciliter les escroqueries. Corruption d'algorithmes financiers, par exemple, aussi. On peut très bien manipuler les ordinateurs qui remplacent les Golden Boy à Wall Street avec une intelligence artificielle. Exemple de danger. Mais il y en a un qu'on a connu il y a quelques années, c'est la fameuse société Cambridge Analytica qui a piraté 87 millions d'internautes pour les faire voter pour le Brexit et ensuite pour les faire voter pour Trump aux États-Unis. Et puis c'est l'Institut IRA, qui est à Saint-Pétersbourg, qui lui est complètement dédié à ça, à manipuler tous nos réseaux, tous nos domaines, tous nos médias, etc., pour manipuler, influencer les peuples des pays occidentaux dans un sens politique qui les intéresse. Alors, quelques bienfaits maintenant, parce qu'il y a aussi beaucoup de bienfaits qui peuvent être prévus. Alors, tout d'abord, il y en a un exemple qui a été fait récemment, c'est d'abord aider les êtres humains dans leur quotidien. On a tous Google, on apprécie bien son usage, etc. C'est favoriser l'apprentissage et la formation. C'est gagner en productivité dans les entreprises. C'est remplacer l'homme dans les tâches fastidieuses. C'est apporter à la police d'importants moyens d'investigation et d'enquête. C'est faciliter la vie des consommateurs grâce au e-commerce. C'est apporter une aide précieuse aux chercheurs dans les domaines de la R&D. Et c'est aussi comme la traduction automatique. Je me rappelle quand j'étais au Japon il y a quelques années, j'avais une petite application qui me permettait de parler en français. Non, c'est en anglais. Et puis ça traduisait automatiquement en japonais. Et l'interlocuteur japonais me parlait et ça traduisait en anglais. C'est bien pratique. Donc, exemple. Récemment, il y a eu cette intelligence artificielle développée par DeepMind qui a permis de battre un peu tous les météorologues sur les prévisions météorologiques. C'est vrai que le système météorologique est un système qui peut se modéliser, mais qui est tellement complexe parce qu'il y a tellement de données que l'être humain a du mal à maîtriser toutes ces données et à les triturer. Donc l'intelligence artificielle, là, est très bénéfique. Et puis ça c'est une interrogation que je me pose parce qu'on en parle beaucoup de la transition écologique et de l'influence des lobbies sur ces problèmes. Je me dis que mais si on confiait une intelligence artificielle, on lui donnait la capacité d'être connecté en permanence à la consommation, à la production et à tout ce qui tourne autour de l'énergie, on pourrait certainement bâtir une stratégie de transition écologique qui ne serait pas influencée par les lobbies, qui serait beaucoup plus propre que celle qu'on nous propose. Donc là, ça peut aider. Un autre exemple de bienfait, c'est en Allemagne, à la Deutsche Bahn, qui a équipé tous ces trains, les locomotives, les wagons, les infrastructures ferroviaires, etc., de capteurs qui remontent tout dans une intelligence artificielle et qui arrivent à prédire les moments de maintenance, de réfection ou de prévoir la fiabilité du matériel. Et puis, il y a ce qu'on appelle les jumeaux numériques qui sont connectés à l'information artificielle dans l'industrie, qui permettent de représenter n'importe quoi sous une forme virtuelle et donc
en permanence de savoir exactement comment ça se comporte, comment prédire exactement sa capacité d'usure, de besoin de réflexion, de maintenance, etc. Et donc de vraiment améliorer la fiabilité du fonctionnement de ces appareils. Voilà. Alors, dernière question, quel est donc l'avenir pour cette intelligence artificielle? Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, parce qu'elle génère du texte, des images, du son, des vidéos, mais elle ne va pas plus loin. Et par contre, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent déjà sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui, elle, sera probablement capable d'effectuer et d'apprendre à effectuer toutes les tâches cognitives qu'un être humain peut faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui est le danger pour le chômage, ce n'est pas les manuels, c'est les cols blancs, parce que c'est les tâches cognitives qui vont être mises en péril. Et cette intelligence artificielle générale va effectivement amener deux risques majeurs, c'est le chômage de masse et le défi éthique et le bouleversement sociétal que cela va provoquer. C'est là où la nécessité d'une régulation devient extrêmement importante. Alors j'ai lu dans les médias, ils adorent parler de ça, dire « Ah, mais bientôt l'intelligence artificielle sera tellement intelligente qu'elle va mettre en péril même l'existence de l'humanité. Les robots vont prendre le pouvoir. » Ok, donc je dis, il y a trois raisons pour lesquelles ça n'arrivera pas. La première, c'est que l'intelligence artificielle n'aura jamais d'intuition, n'a pas de conscience, ne peut pas faire de découvertes. Et puis quand vient même que l'intelligence artificielle, on perdrait le contrôle de l'intelligence artificielle, eh bien, il suffit de couper le courant. Parce qu'un data center sans courant, il n'y a plus d'intelligence artificielle. Donc, il faut arrêter de nous casser les pieds. Alors, en conclusion, eh bien, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui pose problème, c'est ce que l'on en fait ou ce que certains ont l'intention d'en faire. C'est ça le problème. Car on est dans une société dualiste plutôt. Tous les êtres humains sont duals. Nous sommes tous duals. On est, comme les Chinois disent, yin et yang. On a du masculin et du féminin. On est bon ou on est mauvais. On a tous du blanc et du noir. On est dual. Mais, à l'instar de nous, la société humaine, elle est également duale. Par contre, elle est beaucoup plus dualiste que duale. Et je fais la distinction, c'est que, le dualisme, on entend par dualisme, c'est que la dualité contient des concepts de nature conflictuelle, contradictoire. Et c'est ça qui fait que la société est dualiste. Et donc, ça veut dire que dans notre société, il y a actuellement deux visions de l'avenir de l'homme qui s'affrontent. Il y a ce qu'on appelle le transhumanisme, qui rêve de faire un homme augmenté en nous truffant de capteurs, de différentes électroniques, etc. Et puis, il y a l'homme amélioré par l'élévation de conscience. C'est le grand problème de notre société actuelle. Alors pour ma part, j'ai déjà choisi. J'espère que vous ferez le même choix. Et je vous remercie de votre attention. Notre base de connaissances à nous, c'est tout ce qu'on a appris depuis notre naissance, sauf si on a des croyances dans la réincarnation. Et là, peut-être qu'on a une base de connaissances qui nous vient d'ailleurs. Donc, première réflexion, mais ça ajoute de la complexité à un sujet qui... Non, on peut dire très simplement, c'est que la nature a fait qu'en fait, quand on se réincarne, on perd la mémoire des vies passées. C'est pas pour rien.
C'est parce que, imagine qu'on ait la mémoire de toutes nos vies passées, ça serait épouvantable à vivre. Alors, oui, on perd la mémoire, mais on a le potentiel de tout ce qu'on a vécu. Oui, parce qu'on progresse à chaque vie. Voilà. D'accord. Oui. Donc c'est pour ça. Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus le niveau de conscience s'élève, et plus on accède à de l'information. Alors, de vie en vie, on ne fait que monter. Voilà. On ne peut pas descendre. Voilà. Donc, première réflexion. Deuxième réflexion, quand tu as dit que l'intelligence artificielle n'avait pas de conscience, bon, je le pense aussi, mais il y a quand même cette histoire de ce salarié chez Google qui a déclaré qu'il avait débranché des systèmes parce qu'il s'était rendu compte que l'IA avait une conscience d'elle-même, que ça l'a effrayé, et il a été suspendu. Alors je ne sais pas si c'est licencié, mais suspendu c'est sûr. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui, mais en tout cas Google a pris des mesures fortes. Il a certainement fait un best-seller. Ah, tu veux dire qu'il a fait ça pour se faire... Ah ouais, bah oui. Bon, ok. Non, mais en tout cas, c'est intéressant et ça vaudrait le coup de creuser. L'autre réflexion qui m'est venue, c'est que quand tu as parlé des terroristes, de la carte et de la capacité qu'on a d'analyser tout, on peut aussi se poser la question de savoir si nos gouvernements n'ont pas une température prise de façon constante à travers tout ce qui s'échange dans les WhatsApp, les réseaux sociaux, les mails, etc. Et les téléphones, bien évidemment, bon voilà, d'une façon plus générale, et de prendre des décisions qui dépendent de ça. Alors, ça, sur le plan technique, oui, c'est tout à fait possible, parce que s'il y a un institut à Saint-Pétersbourg qui fait ça 24 heures sur 24, nous, on peut le faire aussi. Donc, je veux dire, tout le problème, c'est est-ce qu'on a envie de le faire ou pas. Donc, le gouvernement, je ne peux pas dire là s'ils le font ou pas. Ben à partir du moment où ils ont les moyens de le faire, je douterais qu'ils ne le fassent pas. C'est une opinion, mais on peut pas l'affirmer. Voilà, et ça rejoint un certain nombre de sujets qu'on a pu traiter dont on parle beaucoup autour de l'ingénierie sociale en ce moment. Aussi, une façon de... Bon, dernière réflexion, puis après je vous passe le micro. Ah oui, j'avais une question pour le public. Est-ce qu'il y en a parmi vous, alors vous n'êtes pas obligé, enfin ça serait bien quand même, qui travaillaient dans ce secteur-là, parce qu'au sein de l'Observatoire du réel, on est plutôt autour des sujets de la conscience, etc. Pas tellement, pas du tout même sur la technologie. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des personnes qui sont justement dans la technologie, qui pensent, comme tu l'as expliqué, que l'IA va pouvoir s'appliquer partout, etc. Et je pense que dans ces structures-là, ça serait assez mal vu d'apporter la notion de la conscience, assez mal vu. Ça dépend. Il y a toutes sortes aujourd'hui dans le monde scientifique, il y a les deux opinions. Majoritairement, effectivement, ils sont très matérialistes et très transhumanistes. Mais par exemple, la conférence de l'année dernière sur la physique quantique et la conscience, j'ai reçu un appel d'un directeur de recherche de CNRS qui m'a dit qu'il partageait tout à fait mes opinions et qu'on était de plus en plus nombreux de physiciens à le penser. D'accord. Donc ça évolue. Et puis tu me disais qu'au CERN aussi, pris individuellement, ils sont moi, j'ai été initié à la spiritualité par les physiciens du CERN. Hein. Donc c'est eux qui m'ont appris les dimensions vibratoires de l'univers, qui m'ont fait comprendre qu'est-ce que c'était que ce moi immatériel que j'avais connu dans mon enfance. Là, j'ai compris. Hein, ils m'ont tout expliqué. Voilà. Mais tu me disais que il l'évoque quand vous êtes deux, mais dès qu'ils sont trois, ils en parlent plus. Dès qu'on ne connaît pas le troisième, on ferme sa bouche, ça c'est sûr. Voilà. Donc juste dans la salle, est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillent autour des sujets de l'intelligence artificielle ou avec l'intelligence artificielle? Bon, les mains se lèvent comme ça, mais ok, on a compris. Donc si vous avez des questions, je vous passe le micro. Il suffit de lever la main, pas tous à la fois. Voilà. Juste une petite question, si je résume, vous nous avez dit que les architectures d'intelligence artificielle actuelles font des fonctions qui sont comparables à celles du cerveau gauche. Ok ? Ouais. Et il leur manque donc les fonctions du cerveau droit. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on ne pourra pas développer l'intelligence artificielle de manière à leur donner également les fonctions
qui sont faites par le cerveau droit? Parce que pour l'instant, j'ai entendu que ça comme un postulat. Et donc, qu'est-ce qui vous convainc que ça sera jamais? Parce qu'en plus, c'est un mot très fort que vous avez employé, le jamais. Alors, alors effectivement que pour répondre à cette question, il faut accepter l'idée qu'on est plus qu'un corps physique. Si vous considérez que vous n'êtes qu'un corps physique, vous avez entièrement raison, rien ne peut vous permettre de comprendre ça. Par contre, si vous acceptez l'idée que vous êtes autre chose qu'un corps physique, que vous avez une existence vibratoire, à ce moment-là, il y a une communication entre le vibratoire et le physique qui crée tout ce qui arrive au cerveau droit. Dans la conférence que j'ai faite l'année dernière sur la physique quantique et la conscience, j'expliquais qu'il y a un principe en physique quantique qui est le principe de dualité. C'est-à-dire qu'une particule subatomique est à la fois, je dis bien à la fois, corpuscule et onde. D'accord? Donc elle n'est pas ou, c'est et. Elle est les deux en même temps. Donc ça veut dire que notre corps physique, parce que ces particules, elles ont cohabité dans le ventre de la mère pendant 9 mois, donc elles ont interagi ensemble, et donc elles ont fait ce que la physique quantique appelle, elles se sont intriquées. Et donc le résultat, c'est que notre corps physique est constitué d'atomes qui sont eux-mêmes constitués de particules subatomiques, mais qui sont des corpuscules. Et que le compte vibratoire, c'est tout simplement la partie vibratoire de ces corpuscules. C'est l'autre. Donc on a cette dualité existentielle, charnelle et vibratoire. Si on n'accepte pas cette idée-là, qui n'est pas démontrée par la science, à part par la gravitation quantique à boucle et la théorie des cordes qui commence à aborder ce sujet, mais ce n'est pas effectivement entièrement démontré. Donc si on n'a pas cette croyance-là, cette acceptation-là, on peut effectivement se poser la question que vous posez. Non, c'était juste pour finir avec ce que vous dites. Effectivement, même si on accepte le principe de dualité, comme ça, qu'on retrouve donc du coup sur des architectures biologiques humaines à base de carbone, qu'est-ce qui nous empêcherait de trouver la même dualité dans une architecture, par exemple, à base de silicium? Ce que je veux dire, c'est-à-dire que la fameuse dualité qu'on a dans notre corps, qu'on a hérité, va savoir comment, on ne pourrait pas la retrouver également dans des architectures qui seraient à base d'électrons. Parce qu'on n'accédera qu'à l'architecture corpusculaire et pas à l'architecture vibratoire. C'est ça le problème. Quand vous prenez des vitamines que vous achetez à la pharmacie, c'est des molécules de synthèse. Mais ça ne vaudra jamais la vitamine qui vient d'un fruit. Parce que quand vous mangez un fruit, vous mangez les corpuscules, mais vous mangez aussi les vibrations. Ce que j'entends pas, c'est ce que je perçois pas, c'est pourquoi. Parce que l'intelligence artificielle marche, comme vous l'avez dit, dans des puces de silicium, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'entièrement matérialiste. Mais pourquoi elle ne pourrait pas se connecter justement à cette dimension spirituelle? J'ai pas la technologie, j'ai pas la réponse. Ouais, moi non plus. Alors, je veux dire, là, à l'état actuel des connaissances ou du truc, je veux dire, pour moi, c'est out of... en dehors de ma capacité de répondre, là. Oui, peut-être pour donner une petite réponse, c'est que Poincaré parlait de moi conscient et de moi subliminal. Oui, comme déjà en 1908. Jung aussi. Absolument. Mais de toute façon, le monde vibratoire et le monde matériel, l'un est démontrable, l'autre ne l'est pas, il ne le sera probablement jamais. Ouais. Puisqu'on n'est plus dans la matière. Donc comment peut-on démontrer quelque chose dans la matière, quelque chose qui n'est pas de la matière? Tout à l'heure, je racontais l'histoire de mon interro écrite en classe de 3e. Je ne vois pas comment un jour une intelligence artificielle pourra me sortir la même chose. Donc j'ai une question en ligne de Raymond. Donc dans l'éventualité que l'akasha serait une substance universelle, l'implantation de puces dans le cerveau humain qui aurait le rôle de porte entre cerveau droit et cerveau gauche par connexion, un robot ne pourrait-il pas avoir accès à l'akasha? Bon, ça rejoint un peu... Là, on rentre dans la science-fiction, tout est possible. Hein. En voilà. Science-fiction, vraiment, tout est possible. Hein. Donc là, je suis d'accord. C'est juste une réflexion, mais avec le carbone, on produit de l'énergie, mais pas avec la silice, que je sache. Mais... Parce qu'avec le carbone, on peut produire de l'énergie, oui. Donc on est nous, mais la silice ne produit pas d'énergie, mais on a besoin pour fonctionner. Elle absorbe, oui.
C'est peut-être ça pourquoi ça peut pas se reproduire pour l'intelligence artificielle. Elle est à base de silice, elle a besoin d'énergie, mais elle ne peut pas en produire. Non, mais même le carbone, il ne produit pas de l'énergie tout seul. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour qu'il produise de l'énergie. Oui, c'est pour revenir un petit peu sur cerveau droit et cerveau gauche. L'intelligence artificielle, elle se nourrit de connaissances et de connaissances. Est-ce qu'elle ne pourrait pas se nourrir aussi de bons choix de conscience entre le bien et le mal? Alors après, c'est subjectif. D'orienter vers les choix de bien et accumuler justement cette espèce de conscience. Faire mal à quelqu'un implique de la douleur, donc il ne faut pas en faire. Pas nourrir quelqu'un, ça le met dans une situation de danger. Donc le nourrir, c'est accumuler ses savoirs de bonne conscience, entre guillemets. Et du coup, ce cerveau, il s'accumulerait sur une... Alors, elle ne sera jamais ça sera jamais une vraie conscience, mais ça peut apprendre aussi à avoir une conscience en accumulant. Comme ça va très très vite. Je veux dire, ça, pour moi, on peut tout imaginer à partir du moment, comme tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple des projections mentales. Tout ce que vous me dites là sont des projections mentales. C'est-à-dire, vous essayez d'expliquer quelque chose à partir de votre base de connaissances et donc d'imagination. Donc, on peut tout imaginer. Donc, je ne peux pas lutter contre et dire que c'est pas. Vous avez tort. Je ne sais pas. Mais pour moi, tout ce qui vient du cerveau droit, c'est quelque chose qui provient d'un monde immatériel. Et donc, je ne vois pas comment quelque chose qui est typiquement matérialiste pourra accéder à ce domaine vibratoire immatériel. C'est ça le problème. Alors, je ne dis pas que j'ai raison. C'est souvent ce que je dis dans mes conférences au début. Souvent, là je ne l'ai pas dit parce que c'est un sujet qui s'est prêté moins, mais je dis ce que je vais vous dire ce soir, c'est ce que moi j'ai compris. Mais est-ce que c'est la vérité? Probablement non, parce que la vérité est probablement beaucoup plus compliquée que ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, mais j'essaye d'éviter de tomber dans les projections mentales parce que je sais trop comment ça marche. Du coup, vibratoire, qu'est-ce que c'est? Une vibration, c'est quelque chose qui vibre. Donc c'est quelque chose qui est immatériel. Quand vous écoutez une onde radio, par exemple, ça n'a pas d'existence physique. C'est une vibration. La musique, vous écoutez de la musique, c'est quoi? C'est un monde vibratoire. Quand vous écoutez un concert, vous êtes assis dans votre fauteuil, là vous êtes dans un espace qui est l'espace-temps dans lequel vous êtes ici actuellement, mais la musique que vous entendez, c'est un espace vibratoire à 7 dimensions. Ok, et du coup, la matière? La matière est constituée, selon la science actuelle, de matière, c'est-à-dire de corpuscules, mais pas de vibrations. Alors que ce que je considère, c'est que la matière consiste dans les deux. Ça, c'est les dernières théories de la physique quantique qui disent que l'univers est à 11 dimensions et non pas 4, parce que les 7 autres sont des dimensions vibratoires. Donc on ne peut pas dire que la matière vibre, enfin en fait... Mais tout est vibration. Voilà. Tout est vibration. Même les corpuscules ne sont que des vibrations. Donc, tout est vibration. Voilà. Alors, du coup, dans la matière, il y a de la vibration. Il n'y a que ça. Oui. Même un corpuscule, quand je disais le corpuscule a une composante également vibratoire, mais si on va plus loin, le corpuscule lui-même, c'est une pelote de vibration. Donc tout est vibration. Ok, ça, oui, et donc la matière, la Oui. chaise. Oui, c'est de la vibration. Ce n'est que ça. Je vous donne un Il y exemple. a un seuil. Oui, il y a un seuil, c'est ce qu'on appelle les dimensions de Planck. C'est-à-dire que toute dimension inférieure à 10 puissance moins 35, en deçà de cette dimension, l'espace n'existe pas. Ok. En deçà de 10 puissance moins 44 secondes, le temps n'existe pas. Donc les vibrations, les particules subatomiques sont en deçà des dimensions de Planck, et donc n'existent pas. Elles sont ni dans l'espace ni dans le temps. Elles sont dans d'autres dimensions. Ok. Merci.
J'enchaîne. Je voudrais revenir sur la fin de votre exposé qui m'a beaucoup passionné. Sur la fin de l'exposé, Oui. quand vous avez opposé dans la société dualiste l'homme transhumaniste et l'homme en expansion de conscience, et vous êtes passé très rapidement, peut-être trop à mon goût, sur les éléments qui peuvent aider l'expansion de confiance d'ailleurs c'est un lapsus révélateur, notamment la méditation. Vous avez évoqué la méditation, la musique. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu développer sur ces éléments? Qu'est-ce qui font que ça peut augmenter la conscience, l'expansion de conscience? Parce que ça vous fait accéder à un niveau de connaissance auquel vous n'avez pas accès dans votre corps physique. Comme je vous ai montré dans l'écho de ce que j'ai vécu à l'Institut Monroe, quand vous êtes en expansion de conscience, c'est-à-dire en méditation profonde, vous n'avez plus de mental. Votre mental est arrêté et vous n'avez plus d'émotion. Et par contre, vous avez accès à une dimension de connaissance qui est nettement différente et supérieure à celle que vous avez dans l'existence. D'accord? Et ça, on le ressent. Alors, je ne peux pas le décrire, il faut le vivre pour ça. Mais si vous pratiquez la méditation, vous l'avez fait. Si vous ne le faites pas, apprenez à en faire et vous verrez, quand vous serez en expansion de conscience, vous sentirez la différence. Donc effectivement que là, on apprend des choses. D'ailleurs, moi j'ai connu en Californie le professeur Fritjof Capra, qui était prof de physique nucléaire à l'université de Berkeley, et il disait à ses étudiants, à la fin du cours, si vous n'avez pas bien compris, allez méditer. Merci beaucoup. Vous avez un petit peu parlé de la différence entre l'IA générative et les autres IA, j'ai envie de dire. Général, oui. Oui. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est la question de l'accessibilité, parce qu'aujourd'hui, avec les robots conversationnels, etc., en fait, tout le monde peut expérimenter l'hyperpuissance de ces outils. Et alors ça fait un peu peur, mais je pense que paradoxalement, le fait que ce soit si accessible remet un petit peu en question la manière dont les uns et les autres perçoivent justement l'écrit, la vidéo, le réel, etc. Et finalement va peut-être rendre les gens plus raisonnables, parce que finalement on sait que tout est possible, on sait que vous pouvez faire parler un président de la République de quelque chose qu'il n'a jamais dit, etc. Enfin bon. Et peut-être que du coup, ça va repousser justement le public vers quelque chose de plus immatériel et vers un peu plus de sagesse. Enfin, je pense que ça fait peur au début, mais ça permet aussi une prise de conscience du fait que toutes ces manipulations étant possibles, on va croire beaucoup moins de choses, et ça pose aussi la question du rapport à l'écrit, à ce qui se voit, etc. Et ça nous remet peut-être plus vers justement de la réflexion et de la méditation, je ne sais pas. Moi, ça me rend optimiste en tout cas. Je partage votre idée, parce que si on regarde un peu l'histoire de l'humanité, j'oserais dire qu'aujourd'hui, on a un niveau de conscience nettement supérieur à tout ce que nos ancêtres ont eu. Imaginez la vie. L'autre jour, je préparais une visite de Paris pour mon fils et mon petit-fils qui vont venir faire au mois d'avril. Et donc je travaillais sur l'histoire de Paris. Et puis je suis tombé sur la peste de grève, avec les tortures qui s'y pratiquaient. Mais quand on imagine ça, c'est une abomination épouvantable. Et les gens venaient le dimanche en famille pour assister à ça. Donc vous imaginez leur niveau de conscience. Quand on a eu la guerre de 14, il y a eu des millions de morts, on a dit, oui, mais c'est la guerre. Et puis, aujourd'hui, quand on a eu 4 morts au Mali, on a fait quand même une cérémonie aux Invalides. Je veux dire, on a quand même un niveau de conscience. Alors, je ne sais pas. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution de l'humanité, comme il y a une évolution de chaque être humain. Tout à l'heure, je disais, dans notre vie, on n'arrête pas d'évoluer, parce que les expériences de la vie nous font évoluer notre conscience, mais au niveau de la société, c'est pareil. Toutes les épreuves que la société vit fait que la société monte de niveau de conscience. Je vous donne un seul exemple. Au tout début que je me suis intéressé à ces sujets, quand je faisais des conférences sur ce thème de la conscience, par exemple, j'avais 10 pelés qui venaient dans la salle. Aujourd'hui, l'année dernière, il y avait combien? 150 personnes pour la conscience et la physique quantique. Ça change. Il y a quand même un intérêt.
On sent beaucoup de gens qui posent des questions, qui s'intéressent, qui veulent savoir. Oui, parce qu'on voudrait tellement que ce soit, qu'il n'y ait plus tout ça, qu'effectivement, mais ce que je veux dire, c'est que si vous regardez une guerre d'aujourd'hui avec toutes ces horreurs, par rapport à une guerre du Moyen-Âge, mais c'est le paradis. Les horreurs au Moyen-Âge, c'était quelque chose d'inimaginable aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Donc on n'est pas arrivé au bout, je suis d'accord, mais on a quand même progressé. Je peux pas... Oui, on n'est pas arrivé au bout encore. On a du chemin, encore beaucoup d'incarnations à vivre. Hein. Ça, c'est sûr. Mais parce qu'on vit dans un milieu peut-être avec... on nous apprend à avoir une conscience, mais il y a tellement d'endroits où... mais tous les humains n'ont pas le même niveau de conscience non plus. Mais oui, mais est-ce qu'ils s'améliorent tant que ça au fil des années? Moi, je pense que oui, mais très lentement. C'est ça le problème. Très, très, très lentement. Alors évidemment, on est impatient. Mais quand on commence à être un peu ouvert à la conscience, on est impatient, on ne comprend pas. Mais il faut le temps au temps. Hein. C'est ça le problème. Et puis tout le monde n'a pas le même niveau. J'avais juste une réflexion par rapport à ce qui était dit. Et ça rejoint ce que j'évoquais au sujet de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que là, on est dans un pays qui envoie des mirages en Ukraine. Notre gouvernement est vent debout pour aller vers la guerre, alors que la majorité de la population y est opposée. Il n'y a pas eu de consultation au Parlement français. Personne n'a été consulté. La population est majoritairement opposée. Pourtant, on va y aller. Mais je pense qu'ils ont des mesures très, très fines de la température. Déjà, j'ai un ami qui me rappelait il y a déjà très très longtemps qu'il suffisait dans un discours politique préélectoral que tel et tel vocable soit utilisé pour que les intentions de vote varient de 0,5, 0,7, 0,2, etc. C'était il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a dans nos téléphones où on peut prendre la température de chaque personne, la vision qu'ils ont de la pression dans la cocotte minute est très précise et qu'ils agissent en fonction de ça, bien sûr. Hein. J'ai une question au sujet de ce que vous avez dit au niveau du logiciel météorologique, mais j'ai peut-être compris de travers. J'ai cru comprendre que vous disiez que c'était plus précis. Alors peut-être pour les séismes, pour des choses comme ça, mais j'ai l'impression quand je regarde la météo à la télévision, eh bien, paradoxalement, qu'elle est moins précise qu'il y a 30 ans. Alors, parce que je sais pas qui a fait cette prédiction météo actuellement. Ce que j'ai donné comme exemple, c'est un test qui a été fait où ils ont mis en compétition une intelligence artificielle avec des météorologues. Et ils ont regardé après la prédiction de l'IA par rapport à la prédiction des météorologues et ce qui s'est passé dans la réalité. Et le test, c'est que la prédiction de l'IA était meilleure que celle des météorologues. C'est tout. Quelqu'un qui nous demande en ligne, bon mais ça, je vais donner le micro à Elisabeth qui va nous en parler. Où peut-on expérimenter individuellement la différence de fréquence dans chaque oreille? Avec quel appareil? Alors, aux États-Unis, à l'Institut Monroe, et puis il y a... son nom m'échappe. Voilà, Dominique Lussan en France qui est en pause là cette année autour de l'écriture de son livre, mais qui va reprendre, je ne sais pas si c'est à partir de l'automne ou de 2024. Voilà. Donc il faut aller dans une semaine complète. Oui, Monroe France. Oui. Monroe France, voilà. Vous trouverez ça et il y a des stages qui sont organisés régulièrement. C'est des Voilà, les premiers focus, hein, c'est des groupes de 20-30 personnes avec un appareillage spécial. Voilà. Ok, bon, eh bien, écoutez, oui. Lussan, L-U-2-S-A-N. Voilà, et ça s'appelle comment son site? C'est... Non, le site c'est... Harmonie, voilà. Harmonie Vision, ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Jean, on peut t'applaudir encore une fois. Merci.